Alors, le grand déstockage du jour, en ce jeudi 16 avril. Je suis content d'être avec vous. Chers youtubeurs, chères youtubeuses, cette vidéo s'adresse, et ce message s'adresse à vous. Car, je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner, de cliquer sur la cloche, ça c'est cool. Mais frère, on a fait un petit 74 000 vues avec Mourad Guichard. On s'est dit, ça y est, la chaîne elle est lancée, ça a pété. Pété. Et en fait, non, là on retombe sur 2000 vues. 3000 vues par-ci. 4000 vues. Une chaîne qui a deux followers, clairement. Eh, comment ça, des gens osent dire que vous êtes une chaîne de 2 followers alors que vous êtes une chaîne de 327 1000. Allez les gars, montrez-leur, guys. Les gars et les go, là, on se motive. On leur dit, ah ouais, nous, on sait pas faire des vues. Tu sais, le mec essaye de piquer à l'ego. Nous, on sait pas faire des vues. Tu dois changer le host, en fait. Bienvenue chez Mourad Guichard, la vie de ma mère. Là, je suis en train de le prendre comme ça. C'est CMG. Ah merde, ça nous rappelle des mauvais acronymes. Donc là, vraiment, voilà. On se met sur YouTube, on fait plus que toi. Je dis ça, je suis sûr, si on se met avec nous sur YouTube, on fait plus que toi. Il faudrait déjà pouvoir commencer à faire des émissions. J'étais obligé, petite... Mais, effectivement, je pense que oui. Non, mais sincèrement, je pense que oui. Parce que moi, ma chaîne, elle a dû être... Il a dû se passer quelque chose à la vie de ma mère. Bref. On enchaîne avec la première info. Dennis Rodman de démocratie. Hugo Bernalicis, député RN, dénonce l'alliance RN-Macronie qui a enterré la pétition contre la loi Yadan signée par plus de 700 000 Français. Les signataires de la pétition ont demandé un débat sur leur propre texte, sur leur analyse, et pas sur celle de Caroline Yadan. Tout ceci ressemble à une arnaque. Avec vos mines satisfaites, vous rejetez le droit de la pétition. Alors, vraiment, on va en parler là-dessus parce que ça m'a trigger as fuck. On va regarder la vidéo de Hugo Bernalicis et on commente. Merci, monsieur le Président. Non, c'est vrai que en entendant les oratrices et orateurs qui ont déployé énormément d'énergie à expliquer que sur la forme, c'était compliqué parce qu'il y allait avoir un vrai débat sur un vrai texte, etc. Je veux dire que quand même... La réalité, c'est qu'il y a au moins une différence notoire entre la voie de pétition et le texte, c'est la base sur laquelle on discute. La proposition de loi de Caroline Yadan, c'est sur la base de son exposé des motifs et de son texte qu'on va discuter. Quand la pétition demande un débat, c'est pas sur la base. Le point de départ n'est pas la proposition de loi Yadan, elle est le texte des pétitionnaires. Finalement, c'est Madame Miller qui leur a rendu grâce, puisqu'elle a répondu au texte des pétitionnaires. Ce que demandent les gens qui signent cette pétition, et le fait qu'on ait un débat dans l'hémicycle, c'est sur la base de leur texte, de leur analyse, et pas sur celle de Madame Yadan. C'est ça la confrontation politique et démocratique. Et l'un n'est pas... Alors pourquoi il dit ça ? Parce qu'ils ont refusé la discussion sur la pétition de la loi Yadan, expliquant ce que je vous avais déjà dit dans CKR. C'est exactement ce que je vous avais dit, souvenez-vous. Ils ont refusé en disant, comme on va déjà débattre de la loi Yadan dans l'hémicycle, on va pas recréer un nouveau débat autour de la pétition, étant donné que de toute façon, on va en discuter dans l'hémicycle, comme on doit la faire voter là, de toute façon, ça va se passer aujourd'hui ou demain, si je dis pas de bêtises. Donc moi, je vous avais dit, je pense que la pétition, quoi qu'il arrive, même si on n'atteignait pas les 500 000 de signatures, elle n'aurait pas servi à grand-chose d'un point de vue effectif, mais symboliquement, c'est cool de voir qu'il y a un appui, qu'il y a une demande populaire, qui n'est pas des moindres, parce que 700 000 personnes, France Connect, machin et tout, on connaît, c'est pas facile. Donc voilà, c'est juste ça. Mais effectivement, après, là, ce qu'il dit Hugo Bernalicis, c'est qui est intéressant, c'est que quand tu fais voter une pétition qui dépassait 500 000, tu discutes de ce qu'il y a dans le contenu de la pétition, pas de ce qu'il y a dans le contenu de la loi. Là, on a mélangé un peu les deux. Et c'est là que... Enfin, on va continuer d'écouter. Donc, on a signé pour rien. Ça provoque un débat et Caroline Yadan a chié mou pendant quelques jours, quoi, c'est tout. Mais... à opposer à l'autre. Je vais dire, on n'est pas contradictoire, mais si, le but, c'est que ce soit contradictoire, justement. C'est qu'on ait ces différents points de vue qui s'expriment sur la base du texte des pétitionnaires. Parce qu'à la fin, en plus, ça ressemble à une arnaque, tout ça. Alors évidemment, quand on a Bac+5 en droit parlementaire et qu'on a lu la belle petite fiche sur le site de l'Assemblée nationale qui précise les différentes étapes, on se rend bien compte qu'en fait tout ça est fait pour être eu à chaque étape et que ça n'aboutisse pas. Mais de bonne foi, les gens se disent « Ah !» on va signer parce qu'une fois qu'on aura les 500 000, ils seront obligés d'en parler dans l'hémicycle.
Et là, patatras, tous avec vos belles mines, vous expliquez que ouais, mais en fait, vous n'avez pas vu l'astérix à la fin, là, les petites lignes en bas du contrat, qui vous expliquent qu'en fait, non, en fait, à chaque étape, on peut vous dire non, vous remercier poliment et gentiment d'avoir fait ça dans un cadre démocratique derrière votre écran à cette... Il est trop mignon, Bilal. Il a mis... Elle est encore en train de chier mou, MDR. Elle est pas prête. Si on débat de sa loi aujourd'hui, on va être un pressing 4-4-2 à la Neves. Tu sens que le foot, c'est pas son truc. Il a sorti un truc qui a rien à voir. Il y a que les fans de foot qui vont rigoler. Il a fait un pressing. Il a fait un pressing. T'as un Mercato façon Bernard Lama. 700 000 plutôt que de venir à 700 000 devant l'Assemblée nationale. Parce que peut-être que ça donnerait une autre ambiance si les gens venaient à 700 000 devant l'Assemblée nationale au moment des débats parlementaires. Je ne sais pas si c'est une invitation, mais prenez-le comme tel. MDR 4-4-3 avec Steph Curry et Ardel côté gauche. Oh purée de pommes de terre, qu'est-ce qui nous fait rire ce bon vieux Bilal. Mais c'est bien au moins, c'est comme ça, un mec de banlieue, il dit ouais, faut que je connaisse un peu le foot et tout. Il a fait un 4-8-4. Il a fait un 4-8-4, t'as Tiger Woods. En fait, je tends trop le bâton de ouf. C'est un talonneur qui shoot très bien à 3 points. On va lui faire un pressing, t'as Titou la maison. Oh purée de pommes de terre. Aïe aïe aïe. Imagine 700 000 mecs et meufs devant l'Assemblée nationale. Non, j'avoue. Il a transformé les secs comme Zizou. Ah putain. Vous m'avez tué. On va lui faire un touchdown par Tony Vérel. Ah là là. Bref. Merci Bilal d'exister. Vraiment. Tu me tues. Mais c'est un scandale. On va revenir là-dessus parce que je rigole. Mais là, le fait qu'il décide de ne pas analyser la pétition, c'est un scandale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la démocratie dans laquelle on est, quand on donne notre vote, on n'a plus moyen de le récupérer. Et je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques semaines. Je disais, c'est chiant, j'avais vu une vidéo qui parlait de ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu donnes ton vote, après, t'es condamné et t'es tributaire des choix de la personne pour laquelle tu as voté. Et ce qui est problématique, c'est que les recours en tant que citoyen, quand on veut dénoncer quelque chose, sont nuls. En l'occurrence, ici, l'un des seuls recours qu'on a, c'est de pouvoir se mobiliser pour faire une pétition. Mais il n'y a rien d'obligatoire à ce que la pétition soit examinée, même si elle surpasse le quota à atteindre. Et c'est pas normal. Ça veut donc nous dire que nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie, parce qu'en fait, le peuple n'est jamais écouté. Il n'est entendu qu'au bon vouloir de l'exécutif ou du système en place. Si les présidents d'assemblée, je ne sais plus comment ça se passe, avaient dit « Bon, ok, cette pétition, on va la débattre dans l'hémicycle », c'était ok. Mais c'était seulement si. Et là, ils ont refusé, pour les motifs invoqués précédemment. Et tu te retrouves là en mode « Ah ouais, donc en fait, on peut rien faire, quoi. » Donc on n'est pas dans une démocratie. Parce que nous n'avons pas la main mise dès lors que nous avons voté. Nous avons voté une fois pour quelqu'un, mais chacal. En 5 ans, en 10 ans, en 6 ans, selon les mandats. Qui nous dit qu'il va faire exactement ce dont pourquoi il a été élu ? Et il y a des fois où nos représentants vont pas exactement faire la même chose. Où nos représentants vont même parfois aller à l'encontre de nos valeurs. Parce que c'est des humains, parce qu'ils ont leurs intérêts propres, parce qu'ils sont dans un jeu politique. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens ? Comment on peut... Ouais, il faut voter et tout. Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de recours après le vote. C'est pour ça, en fait, qu'il faut changer de système. Le système dans lequel on est actuellement, il marche pas. Il marche pas. Quand on parle de 6ème République, il n'y a que LFI qui en parle quasiment. Mais c'est pas pour rien. C'est pour redonner du sens au mot démocratie. Car là, on se rend bien compte qu'un citoyen ou une citoyenne qui a donné une fois dans sa vie un vote à une personne ou à une liste ou whatever, après c'est fini. Après, il n'y a plus de machine arrière. Après, c'est un enfer. C'est un déni de démocratie as fuck.
Vraiment, je comprends pas. C'est le système des milliardaires, en fait, un peu. Mais vraiment, je comprends pas comment on peut se gargariser, de se dire, ouais, nous, la France, les droits de l'homme, la démocratie, alors que, dans notre système, on fait tout pour obtenir des voix, et après, khlas. Après, je m'augmente de 80% dès que j'arrive, mes indemnités. Après, je gracie qui je veux, je fous sous le tapis des dossiers, j'en harcèle d'autres, enfin bref. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça peut pas marcher, en fait. Et peu importe le parti qui sera au pouvoir, il faut que le peuple ait un réel moyen d'appuyer sur le bouton. Et tu vois, j'en discutais avec un Cracks qui me disait, moi, je fais justement, dans le cadre de mon boulot, de mon entreprise, du management plus ou moins à grande échelle, et il me dit ouais, c'est très compliqué et tout. T'imagines si les gens ils pouvaient révoquer comme ils le souhaitent et tout, ce serait instable. Je lui dis non, parce que là c'est pas comme ils le souhaitent, hein. Là, la pétition qui a réuni 700 000 personnes qui ont dû se connecter via France Connect, je rappelle quand même France Connect, c'est notre identité numérique pour aller payer nos impôts, entre autres. Donc c'est vraiment un truc très précis. Faut avoir tes identifiants sous la main, qui sont enregistrés sur... C'est une démarche à faire. C'est pas, je rentre un mail bidon, j'appuie sur sauvegarder, je m'appelle Homer Simpson, on s'en fout, ça va pas vérifier. Donc, je lui ai dit, 700 000 personnes qui doivent se mobiliser, enfin non, 500 000 qui doivent se mobiliser parce qu'ils sont raccords sur une cause commune, c'est pas une histoire d'influenceur, hein, c'est pas Lena Situation qui dit allez, venez, on vote tous sur France, sur le site de l'Assemblée nationale. Là, c'est des citoyens qui entre eux s'organisent et ça fait suffisamment écho à plus de 500 000 personnes pour qu'ils décident de déclencher une pétition et en espérant qu'elle soit entendue. Donc, c'est pas si anodin que ça. Enfin, c'est pas si contraignant. C'est contraignant et c'est pas si facile. Et il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est pas si facile. Ah ouais, France Connect, faut être bien déter pour te connecter, bien sûr. Impôt.gouv, machin, galère. Déjà, je dis impôt.gouv, t'es en angoisse, frère. Déjà, t'es en angoisse. Non, c'est pour ça que, au final, et puis il m'a dit, oui, non, c'est vrai, t'as raison. Là, c'était pas anodin. Quand il y a une démarche comme ça, populaire, démocratique, entendez-les. Entendez-les. Je te jure, numéro fiscal par cœur et tout, machin. Non, mais c'est bien sûr que c'est quelque chose. Bien sûr que c'est quelque chose. Bref. Les cracks, qu'est-ce qu'ils ont dit en dessous? On va lire un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous avez dit sur cette vidéo? Vous êtes 9 à avoir commenté. Il nous chie à la gueule, on le mérite bien. C'est le L qui dit ça. Je sais pas si t'imagines les premiers degrés, parce qu'en fait c'est un scato. On le mérite bien. Et on aimerait qu'il recommence. Ah, les scatos ou les SM, ils vivent leur meilleure vie là avec notre système. Hein. Parce qu'on nous chie à la gueule régulièrement, on nous écrase les yucks, tout. Il faudrait 700 000 personnes devant l'Assemblée, nous dit Catherine. Oula, là ça donnerait quelque chose. Ça ferait peur déjà. 700 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, devant l'Assemblée nationale. Évidemment, on va perdre quelques yeux et quelques mains dans cette affaire. Hein. Ça, c'est une évidence. Et là encore, à part du gaz lacrymogène et des LBD, je me demande quelle serait la réponse républicaine. Ouais, c'est vrai, nous dit Canan. Et Crapaud qui dit Aurore Berger qui ment en disant qu'il y a écrit Israël dans le texte alors qu'il y est présent 17 fois. Marre de leurs mensonges. Ah oui, on va le voir ça aussi. Les scatos demandent est-ce qu'on va leur remettre la petite sœur. Ah, cette expression. À 700 000, ils n'oseront pas, on sera trop nombreux. Ouais, en fait, je me rends pas compte, mais oui, 700 000, c'est une dinguerie, en vrai de vrai, À songer, hein, à songer. Meilleur Habib, maintenant, qui affirme avoir beaucoup travaillé avec le nouveau chef du Mossad, David Barnea. On va écouter ça, et je vais vous dire pourquoi on écoute ça, et pourquoi c'est encore une fois problématique. C'est pas parce que Israël, c'est parce que service secret d'un pays étranger, alors que toi t'as un mandat de député à l'époque. Mais Baruch Hashem, Israël s'en fout. Israël aujourd'hui est un pays fort, démocratique, puissant, qui ira jusqu'au bout, qui gagnera cette guerre, non seulement pour le bien de nos valeurs, le bien du peuple juif, mais le bien du monde entier. Et peut-être grâce au nouveau chef du Mossad que vous connaissez. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux que vous avez posté une photo avec lui. Elle s'affiche à l'instant. Un mot peut-être sur le profil. Écoutez, je ne peux pas vous rentrer dans tous les détails, mais je connais... évidemment, parce que c'est le Mossad. Non, mais il n'était pas, quand je l'ai connu, il n'était pas chef du Mossad encore. Il était attaché militaire du Premier ministre, et évidemment,
c'est ma proximité avec le Premier ministre, donc je le vois très souvent. Et très souvent, quand j'attends, je suis avec lui dans son bureau. On parle énormément. On a travaillé sur beaucoup de dossiers ensemble. C'est un extraordinaire officier qui arrive de Russie, qui a un Oleh Hadash, qui a une immense intelligence, une immense finesse. Je veux dire que les ennemis, comme je l'ai écrit, les ennemis d'Israël ont beaucoup de soucis à se faire. Et à Paris, nous... Alors, attends, qu'est-ce qu'elle me demande? Désolé, j'étais en live, c'est ma chérie. Comment il s'appelle déjà le comédien de seul en scène qu'on avait vu il y a quelques semaines, s'il te plaît aussi? Et celui d'hier, s'il te plaît. Attends, hier on a fait quoi? Alors, il y a quelques semaines. Ah, le portugais. Et celui d'hier. Alors, Jonathan Darona, c'était celui d'hier. Hier, on est allé à une lecture d'un poteau à moi qui s'appelle Jonathan Darona, qui a fait une lecture d'un seul en scène. Ah, c'est sûr que là, 11h du matin, petite salle tranquille, intimiste, pas de mise en scène, rien et tout. Ceux qui étaient venus à la lecture de Monnerville, c'est pas pareil. Alors. C'était celui d'hier. Et alors, comment il s'appelait ce spectacle, ce seul en scène? Malheureusement, il n'a pas été nommé au Molière, je l'ai goûté, mais il était vraiment bien. C'était la révolution des œillets. Ça parle du Portugal et de l'histoire du Portugal. La fleur au fusil, pardon. Voilà. La fleur au fusil de Lionel Cecilio. Je vous invite vraiment à aller voir ce seul en scène. Il était incroyable. Incroyable, c'est à la Comédie de Bastille pour celles et ceux qui sont à Paname. Vraiment, je connaissais pas le gars, je connaissais pas l'histoire du Portugal, leur indépendance et tout machin. J'ai surkiffé. On enchaîne tout de suite. Avec les messages que vous avez laissés concernant cette vidéo. C'est dingue quand même de se dire que lui, il a meilleur Habib, pour revenir sur lui. Il a cette capacité de pouvoir... Il n'y a qu'un message, tiens. C'est Arnaud qui dit « Ah mais lui, il faut qu'il reste définitivement en Israël. On va pas accueillir ce porc qui nous insulte en permanence à nouveau. » là. C'est problématique parce qu'il est très, au final... il a des propos à l'encontre du gouvernement français assez régulièrement quand le gouvernement français ne va pas dans son sens. Donc il critique énormément la France. Et au bout d'un moment, tu as envie de dire, tu te permets de critiquer de façon ouverte et hontée la France, qui t'offre des indemnités, j'imagine, encore. Et en plus de ça, tu nous as montré par A plus B que tu as des incointances avec le gouvernement israélien et que tu défends même plutôt les intérêts du gouvernement israélien plutôt que les intérêts du gouvernement français, alors que tu es censé être un ancien député français. Et c'est ça qui est problématique. Imaginez-vous un seul instant que Meyer Habib eût été franco-algérien et qu'il défendait avec autant de véhémence et de fermeté les intérêts du président Tebboune et pas de Bibi. Laisse tomber. Il ne fait pas 3 jours avec son mandat, hein, je te le dis tout de suite. Ah non, c'est mandat de dépôt par contre. Ça, c'est le mandat, il l'a, mais c'est un mandat de dépôt. Et c'est pire que des incointances, il est pote avec Netanyahou, c'est vrai. Bref. Il s'en prend encore une fois à la France aussi. Là, on va le voir sur une autre vidéo. Ami a-t-il dit, comme dit le proverbe, protégez-moi de mes ennemis, mes ennemis, je m'en charge. C'est une honte d'avoir une telle déclaration d'un ministre français des Affaires étrangères le jour de Yom HaShoah. Alors j'ai une nouvelle pour Jean-Michel Barrot. Son avis, on s'en fout totalement. Israël, et on n'a même pas eu un mot sur le fait qu'Israël reçoit des milliers de roquettes, mais ça, il n'y a pas eu un mot sur le fait que qui a démarré à bombarder Israël, si ce n'est le Hezbollah qui défigure le Liban. Il parle de génocide, la population palestinienne était de 80 000 en 1948. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de Palestiniens. Tu parles d'un génocide. J'ai honte. La France, aujourd'hui, après avoir interdit à des avions américains d'arriver, de survoler Je crois que c'est une DA de I24 de regarder la caméra. l'espace aérien français pour amener des armes, et donc des armes de défense à Israël. Elle donne des leçons à l'État d'Israël. Elle part d'amis. On va rappeler à Barrot qu'il y a 200 000 Français qui habitent Israël. On va rappeler à Jean-Noël Barrot que près de 50 Français ont été tués le 7 octobre. Et ça, il s'en fout. Il veut essayer de gratter à gauche, gratter à droite. Son discours a été pathétique, immonde, ignoble et écœurant. Merci à Meyer, membre de la Facosphère,
pour nous avoir presque fait vomir notre petit déjeuner de bon matin. Beaucoup de commentaires sur le Telegram, des insultes que je ne vais pas évidemment lire et que je vais même d'ailleurs supprimer parce que je vous l'ai déjà dit, les amis. On n'aime pas Meilleur Habib, on n'aime pas Barbara Lefebvre, etc. Mais commencer à faire des insultes qui soient pas fleuries, mais qui soient au contraire trop brutes, ça va nous retomber dessus, et moi le premier. Alors que le CKR de la Cuenta, il est là pour collecter et compiler tous les manquements de la part des personnalités publiques, politiques, le jour de la Cuenta, 2027-2028, quand la CIJ dira « Il y a bien eu un génocide à Gaza, c'est officiel, voici le tampon ». Voilà, donc faites attention. La déchéance de nationalité, c'est possible pour lui puisqu'il n'aime pas la France, nous demande Denis, à juste titre. Marlis qui dit, mais qu'il aille défendre son pays, dans ce cas, il court les plateaux télé en défendant la position d'Israël. Bah vas-y, montre-nous la force de ta conviction, de ouf. Mickey qui dit, quel pays, la Tunisie. Simon qui dit, il y avait il y avait un Palestinien en 1948 et répondant, il y en avait 80 000. Putain, j'avoue, le mec, il a... qu'il soutienne qui le veut, je ne connais que la Palestine, dit Mickey. En réponse à Marlise, oui, en fait, c'était une vanne, je pense. Bon, bref. Ça va, le port a fait un effort. Nombreux sont ses congénères qui considèrent qu'il n'y avait aucun Palestinien. C'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. C'est la tension est palpable. On enchaîne avec Françoise Degois sur Sud Radio, qui nous dit « Nous avons perdu la bataille face à LFI sur le mot génocide ». De quoi parle-t-elle ? Allons regarder ça ensemble sur Sud Radio. La radio des Rassolars. Nommer les choses, c'est par exemple, nous avons perdu la bataille. Je l'ai déjà dit ici, je me souviens que Cécile était très d'accord avec ça. Moi, nous avons perdu la bataille sur le mot génocide. Ouais. Nous avons perdu cette bataille. C'est une bataille politique qui a été menée par LFI. Quelle bataille, en fait ? Ah mais les gars, c'est quoi le jeu, là ? En fait, c'est de la bataille navale, on rigole. Quelle bataille ? En France, par un certain nombre d'ailleurs de mouvements de gauche et d'extrême gauche et de gauche radicale dans le monde, nous avons perdu la bataille sur le mot génocide. Et nous avons mal nommé les choses, et parce que nous avons mal nommé les choses, nous avons transformé tout juif qui s'appelle ou Goldstein, ou Attal, ou ce que vous voulez, nous l'avons tous transformé en génocidaire, parce que nous n'avons pas mené la bataille sur le mot génocide. Et voilà où nous en sommes 3 ans après le 7 octobre. Nous en sommes dans un désastre total, dans un désastre absolu. Je ne sais même pas comment on va arriver à redresser cela, car nous avons transformé tous les enfants d'Israël en amis de Netanyahou, parce que nous n'avons pas lutté contre le génocide. Et je suis assez heureuse de voir que quelqu'un comme Emmanuel Macron, et je le dis parce que c'est à son crédit, a toujours refusé, contrairement à beaucoup d'autres chefs d'État, d'utiliser ce terme de génocide. Donc je ne peux pas être contre ce que vous dites, Luc, parce que vous avez raison. Ah, attends. Je comprends pas. Non, mais vraiment, un génocide, c'est vrai que c'est pas suffisant. Faut rajouter un terme guerrier en supplément. Non, mais vraiment, je comprends pas. Attends. Génocidaire, parce que nous n'avons pas mené la bataille sur le mot génocide. Et voilà où nous en sommes. Pourquoi il y a un brevet déposé à l'INPI pour le mot génocide ? Non, mais la vie de ma mère. 3 ans après le 7 octobre, nous en sommes dans un désastre total, dans un désastre absolu. Je ne sais même pas comment on va arriver à redresser cela, car nous avons transformé tous les enfants d'Israël en amis de Netanyahou, parce que nous n'avons pas lutté contre le génocide. Et je suis assez heureuse de voir que quelqu'un comme Emmanuel Macron, et je le dis parce que c'est à son crédit, a toujours refusé, contrairement à beaucoup d'autres chefs d'État, d'utiliser ce terme de génocide. Donc je ne peux pas être contre ce que vous dites, Luc, parce que vous avez raison. Parce qu'en même temps, c'est bien, parce qu'elle dit on n'a pas lutté contre le fait que on ait mélangé la population juive et israélienne avec ce que faisait Netanyahou. Donc ça, c'est bien. Tzedek lutte contre ça, justement. Et d'un autre côté, elle dit ouais, merci Emmanuel Macron de ne pas utiliser ce mot, etc. Et là, d'un coup, on la perd. Ouais, en fait, on sait plus ce que c'est, on sait plus qui elle accuse, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien.
Mais qui a compris son discours? Elle se contredit. On est d'accord, voilà, c'est une contradiction, là. On comprend pas. Je vais voir sur le Telegram. Leïla. Heureusement, ceux qui luttent pour plus d'humanité et surtout de justice face à un État génocidaire ne font pas cet amalgame. Faut vraiment arrêter ce fantasme. Le désastre, il est humanitaire pour toutes les victimes de cet État violent. La complicité des États européens ne font que grandir la lutte contre eux et uniquement contre les dirigeants. Voilà comment ils font des amalgames et endoctriner, nous dit Catherine, le cerveau des Juifs qui sont contre le gouvernement de Netanyahou. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que tu essayes de... Demande à ChatGPT, la vie de ma mère, on va la laisser. Hein, Françoise, on va te laisser tranquille. On se rappelle plus tard, parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Allez, hein? Allez, merci, au revoir. C'est le retour de Caroline Fourest. Ça faisait longtemps qu'il va parler de qui, à votre avis? C'est simple, il y a il y a 3 sujets. Il y a 3 sujets. C'est quoi les 3 sujets pour lesquels elle intervient uniquement à la télévision? Rima, putain, Siddhartha, tu nous laisses même pas le temps de jouer. Voilà, et Kassaev qui complète, c'est simple. Rima, LFI, les musulmans. Non, pas Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est fini parce que ça y est, 18 ans de prison, elle a réussi, elle est allée au bout du jeu. Limite, elle était dégoûtée. Oh non, ça y est, c'est pour ça que là, elle cherchait des nouveaux, tu vois. C'est ses frères musulmans, donc on englobe musulmans. LFI, Rima Hassan, évidemment, Rima, bien vu. C'est Rima Hassan. Siddhartha, j'ai dit Sarah? Ah oui, je suis pas à la page, désolé. Ouais, bah oui, les frères Scott. On va les appeler comme ça. Los hermanos musulmanos. Les frères Scott. Elle a tué Brother dans le monde 8.4, c'est fini pour Tariq. Ah, c'est une phrase de comment ça s'appelle? Non, je l'ai pas. Ah oui, non, ok. Je vois que tu parles de Mario, mais j'avais pas une méga rêve. C'est quoi? C'est dans Mario Bros. Il y avait un Tariq dans Mario Bros. Ah, c'est fini pour Tariq Ramadan. Bon, laisse tomber. Lisez Chacal Hebdo. Putain, Chacal Hebdo. Oh putain, meilleur nom d'hebdomadaire à faire. Chacal Hebdo. Tu viens de me donner une... Oh, j'ai envie de lancer Chacal Hebdo, putain. Oh, tu m'as fait kiffer Taliesin, là. Chacal Hebdo, on adore. Banger. Chacal Hebdo, je crois que ça va lancer un... nous tente pas, on va commencer à... Oh, la vie de ma mère. Quand tu captes pas, passe à autre chose, je me sens humilié. Le Chacal enchaîné. Non, Chacal Hebdo demande un financement. J'adore un journal avec de la chronique, avec des caricatures, où nous, on caricature les caricatures. Ah ouais, Chacal Hebdo, t'es trop chaud. On peut faire un big up, là. Alors là, vraiment... Ben, ça existe déjà. Il existe, le livre. Ah, ok. Oh, voilà, l'ascenseur émotionnel. Non, c'est bon. Ils nous ont niqué. Chacal Hebdo, ça existe déjà. Ah oui, effectivement. C'est un livre. Putain. Bah, tout ça pour ça, franchement. franchement, tu sers à rien. Je te le dis tout de suite. Ce que tu fais, c'est mal. Ce que tu fais, c'est très mal. T'aurais pu t'abstenir. T'aurais pu arrêter. Tu voyais qu'on était en train de commencer à faire des plans. Les gens, ils commençaient à appeler leur banque. Écoutez, les 15 000 € que j'ai de côté, je vais les mettre sur Chacal Hebdo. Oh là là. Je te jure, il va le ban. Ban 2 minutes. Histoire que tu t'en perds. Purée de pommes de terre. Chacal Hebdo, là. Tu nous as lancé dans le truc. Tu nous as lancé le JDC, le journal du Chacal. Bon, on va trouver un autre ton, c'est la caricature de Charlie Hebdo. Ah, c'est bien, mais tu m'as vénère quand même. Allez, essaye de te rattraper, c'est bon. Ça va, là. Allez, on va regarder une vidéo de... Ah, l'ascenseur émotionnel, il fait mal. On va regarder une vidéo de Caroline Fourest. Attends, ça te tait comme ça. Comment ça va? Là, quand elle est comme ça, c'est quand elle va dire une connerie. Après votre chronique de la semaine dernière, vous souhaitiez aussi revenir sur les procédures visant Rima Hassan et faire un rectificatif, puisque le volet stupéfiant a été classé sans suite. On l'a déjà évoqué ici même, c'est d'ailleurs l'objet de votre éditorial dans Franc-Tireur. Oui, et c'est important parce que justement, nous, quand on fait partie de ceux qui pensons que l'assurance informationnelle, le fait d'avoir confiance dans son information, c'est important pour
pour une démocratie, on a à cœur, et surtout quand c'est son honneur d'essayer d'être toujours le plus précis, le plus droit possible, on a à cœur de rectifier quand on a été induit en erreur. Et la semaine dernière, au moment de ma chronique, selon les informations que nous avions tous, puisque c'était une dépêche AFP, ce qui pour nous est une colonne vertébrale importante, l'agence France Presse. Attention, vous avez une directrice. Je le dis d'autant plus que je suis des cadres de l'AFP. Daphné. Je veux dire, quand l'agence France Presse fait une dépêche, évidemment, c'est normal que toute la presse en fasse écho, parce que c'est une source fiable et importante. Et l'AFP elle-même avait comme source le parquet qui, au moment où je prenais la parole mardi, avait fait état d'une garde à vue s'étant traduite par le flagrant délit de possession de 2 matières s'apparentant, l'une à du CBD, l'autre à du 3-MMC, une drogue de synthèse. Et j'étais venu vous présenter un numéro de franc-tireur et des informations que nous maintenons, là pour le coup c'est nos informations et nous les maintenons, que nous n'avions pas divulguées avant, à savoir que nous avions des échanges et des mails de Rima Hassan qui, depuis il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, s'inquiétaient de sa consommation de cocaïne et d'ecstasy, donc de drogue de synthèse. Et pourquoi nous avions décidé, alors que jusqu'à présent nous n'en avions pas parlé et nous avions gardé pour nous ces échanges, nous avions décidé d'en parler sans révéler le contenu des messages, parce qu'Antoine Léaumont, un certain nombre de membres de la France Insoumise, s'étaient lancés dans une campagne de défiance vis-à-vis de la justice en disant que c'était un complot politique, que Antoine Léaumont a jusqu'à été dire sur sa chaîne vidéo que ses internautes lui... Bah, elle maintient que les échanges qu'elle a de Rima Hassan, Rima Hassan dit putain, j'arrête pas de prendre de la 3-MMC et de la cocaïne. Et qu'elle a les mails, elle a les preuves, c'est pour ça qu'ils maintiennent. Mais il n'y a toujours pas d'excuses. Hein. Pour l'instant, c'est danse du ventre, chacal, pour rien dire. Tu disais que ça arrivait que la police mette la drogue dans les affaires des gardés à vue, et Jean-Luc Mélenchon avait même parlé de barbouzerie d'État. Et nous, on est un journal qui combattant justement ces techniques de défiance et de complotisme, et donc on a tenu à dire, et nous le maintenons, que les courriers que nous sommes en possession nous permettaient de croire à la vraisemblance de ce flagrant délit. Mais par contre, il nous tient à cœur de rectifier, puisque le parquet, depuis, a fait d'autres analyses toxicologiques, et que la première matière qui, dans un premier temps, avait réagi, j'ai appris plein de choses ces dernières semaines, sur des sujets qui étaient moins les miens. Moi, l'apologie du terrorisme, c'était plus ma partie à la base, mais sur la catinone, qui est une substance qui entre dans la composition du 3-MMC. Apparemment, il n'y a plus de réaction à la catinone, à la deuxième analyse toxicologique. Il y a un produit qui est légal, qui est clairement effectivement du CBD. Il y a une seconde matière dont le parquet nous dit, et cette fois il a communiqué officiellement et encore plus clairement, dont le parquet nous dit qu'il présente un taux illégal supérieur au taux légal de 9 THC. Là, on parle d'un cannabis, enfin d'un dérivé du cannabis. Hein. On parle plus de drogue de synthèse. Il y a un taux illégal, mais néanmoins la matière, la quantité sont tellement faibles et c'est un taux illégal tellement faible que le parquet a décidé que ça ne pouvait pas prouver une intentionnalité et donc a décidé de classer sans suite. Et donc, il nous tenait à cœur de rectifier parce que encore une fois. Moi, je vois pas de... Excuse-toi, cousine. Il y a un moment... Parce qu'en fait, ils sont 3 minutes 20, chacal. 3 minutes 22. Parce qu'en fait, comme l'AFP, parce que moi, l'AFP, et que, en fait, comme le taux, mais nous, c'est le parquet. Parce que, en fait, nous, chacun, t'avais écrit ton article, t'avais vu un tweetos, t'avais vu Sword of Salomon à tous les coups, qui avait dit un truc, t'as fait, ok, on fait un article, les gars. La source, c'est quoi? C'est Asbara, c'est Sword of Salomon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est qui Non, mais il y a Naruto 44, il l'a dit aussi. Non, mais un truc de ouf. Oh là là. Alors, t'as dit quoi? Kevin, je suis désolé, mais on est dans le jus. Et si on dit rien, ça va partir en cacahuète. Alors achète un casque. J'en ai un, le mec a pas compris. Je pas de ses excuses, elle va me le dire. Elle va dire, mais derrière, de toute façon. Non, mais ouais. Je vous conseille l'article d'Acrimed sur cette affaire. Ah ouais, j'avoue, bonne idée. Je passe ses excuses. Non, j'ai déjà dit. Quelle bouffe. Le mec, il sait pas lire. Il sait lire que les messages. J'ai vu Chic un fiac. Le blaze, il me fait gaulerie de ouf à chaque fois. Naruto 44, là, bah de Loire-Atlantique. Comme le CBD, Antoine Léaumont, je pose 8, je retiens 4, je pose le cosinus avec sur hypoténuse. Je conclus que Rima Hassan est coupable, là, de ouf. Ah ouais, elle a fait ses excuses, mais sans vraiment en faire glisser dans son monologue. Mais bien sûr! C'est ça qui rend ouf. C'est là où ce que dit Moumou prend tout son sens, le journalisme doit être encadré.
Bon, c'est moi qui dis. Ça vient de la loi CKR, ça. Mais oui, non, on est d'accord avec nous. Il faut absolument que ce soit encadré. Émilie qui dit « Je finis par croire que tu es jalouse, Caro ». Sardo qui dit « Ah mais là c'est grave, elle balance des doses sorties de son fiac à l'antenne au calme. Comment tu veux expliquer que le harcèlement scolaire c'est pas bien avec des chétanes pareils ?» Très bon take. Fourest a été condamnée pour diffamation, mais elle pourrit une députée européenne. J'en peux plus de cette meuf. Et nous non plus, c'est un truc de ouf. Bompard nous montre à quel point le gouvernement n'a strictement rien fait concernant le plafonnement des prix de l'essence. Regardez ce petit montage. Normalement, un gouvernement, il est là pour protéger les gens. Et pour protéger les gens, il faut décider. Décider, c'est fixer le prix, bloquer le prix, dire stop, les effets d'aubaine, la spéculation, ça suffit. Nous appelons les distributeurs à être raisonnables. On peut s'attendre à une hausse de quelques centimes. Je dis bien quelques centimes. Ça s'est envolé bien au-delà de ce qu'on pensait. Et je peux faire mon mea culpa devant vous. Nous avons engagé un travail étroit avec les distributeurs pour maîtriser les marges et éviter tout effet d'aubaine. Les différents ministres discuteront avec les distributeurs pour s'assurer évidemment que les choses iront dans le bon sens. Des baisses de prix qui, je l'espère, viendront rapidement. Les distributeurs, depuis le début de cette crise, ont joué le jeu et donc on compte sur eux pour continuer à jouer le jeu. 1,99 € le litre pour l'essence, plus de 2,30 € le litre pour le gazole. Le gouvernement, c'est toujours la même chose depuis des années et des années, c'est-à-dire il demande, il supplie, il espère, mais en fait, il a une chose simple qu'il peut faire, c'est décider. Oh, il a dit les termes. Et au moment, c'est vrai, on attend juste ça. Que du mensonge, que du mensonge. Sangoku ADN qui nous dit « Si même nous, simples mortels, savons que le prix va bien augmenter, et pas de quelques centimes, alors eux qui sont les décideurs, qui gèrent ça, savent très bien que le prix ne va pas augmenter de quelques centimes. Ils veulent qu'on mange leur merde, en nous faisant croire que c'est de la mousse au chocolat. Son mea culpa, elle s'assoit dessus. Heureusement qu'il y a des gens comme Bompard. Malheureusement, il n'est pas au bon poste. Pour le moment, smiley coquin. Ça. Violence policière maintenant. Le 13 avril, 3 policiers du commissariat du 19e arrondissement de Paris, ah ça c'est mon hood, ont été condamnés pour des violences et des faux en écriture. Ce n'est pas la première fois que des policiers de ce commissariat sont impliqués dans des faits de violence. 3 policiers du commissariat du 19e arrondissement. Attention, image difficile, trigger warning, violence policière, violence sur personne. La personne en l'occurrence en plus est menottée sur un banc. Donc si jamais, voilà, vous pouvez couper. Tout simplement pour éviter. Et nous sommes 1000 sur le chat. Merci beaucoup. Enfin, 1000 à regarder CKR au moment où je vous parle. Et ça fait trop plaisir. Allez, c'est parti. 3 policiers du commissariat du 19e arrondissement ont été condamnés le 13 avril pour avoir violenté en juillet 2024 un jeune homme de 22 ans. Et ce n'est pas la première fois que des policiers de ce commissariat sont impliqués dans des violences. Je te raconte. Le 28 juillet 2024, Ali H, 22 ans, est placé en garde à vue dans le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Sur cette vidéo de surveillance du commissariat, on voit Ali H être intimidé puis frappé par un policier, Jean-Michel G. Il est ensuite mis à terre par le croche-patte d'un autre policier et tiré vers la salle de fouille, une salle sans caméra. Aucun des 3 policiers qui l'accompagnent dans cette salle n'active leur caméra piéton, pourtant obligatoire. Moins de 2 minutes plus tard, Ali H en ressort, en pleurs, le visage rouge et couvert d'hématomes. Le soir même, un médecin constate plusieurs hématomes sur son visage, ainsi que des rougeurs au cou et au poignet. Le certificat médical fait état de 4 jours d'incapacité totale de travail. Les policiers, eux, assurent que Ali H s'est blessé tout seul. Pour ces violences, comment il a fait ? 3 policiers ont donc été jugés, puis condamnés ce 13 avril. Jean-Michel G, l'auteur de la gifle sur Ali H, a été condamné pour cette affaire et une seconde à 18 mois de prison avec sursis et à l'interdiction d'exercer dans la police nationale. Les 2 autres agents, Guillaume G et Marc B... Enfin une interdiction d'exercer dans la police nationale, oh là là. Bon après il va aller dans la police municipale, mais non mais... Enfin, ont écopé de 6 et 4 mois avec sursis pour les violences et faux en écriture pour le premier. Cette scène de violence dans ce commissariat est loin d'être un cas isolé. En 2020, des gardés à vue dénonçaient des actes de torture, des insultes racistes et des menaces de mort. C'est ce qui est arrivé à Moa qui expliquait s'être pris entre 30 et 40 coups de poing et de pied dans le ventre ou le torse tout en étant attaché avec des menottes les bras en croix. Un an plus tard, en 2021, Tommy, 23 ans, raconte avoir été frappé et violé par 2 fonctionnaires du commissariat du 19e arrondissement. Il m'a vraiment mis plusieurs coups de poing, des coups de poing vraiment très violents. Et moi en fait j'étais toujours au milieu du véhicule, menotté, ceinturé. Le policier qui était au niveau de mes jambes, il a introduit son doigt dans mon rectum.
Un journaliste infiltré dans ce même commissariat, Valentin Gendreau, avait lui aussi dénoncé ces violences. Il a révélé dans un livre paru en 2020 comment des policiers avaient commis des violences et les avaient couvertes par des procès-verbaux mensongers. On te raconte tout ça dans plusieurs articles dispo sur streetpress.com, je vous mets le lien en bio. Merci Street Press pour les travaux. Vraiment, merci Street Press pour les travaux. C'est scandaleux d'en être là. Le nombre de violences policières qu'on recense à chaque fois, là, et à chaque fois le même mode opératoire, le même modus operandi, dirons-nous, en latin. Et c'est affligeant. C'est affligeant de nier qu'il y a un problème systémique dans la police. Il y a un moment, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Faut pas dire à chaque fois que ce sont des exceptions. Ouais, mais ça fait quand même beaucoup d'exceptions. C'est comme si à chaque fois, tu gagnais au loto plusieurs fois dans le mois. Ou voire plusieurs fois dans l'année. Au bout d'un moment, on dit, quand même, non, c'est la chance, hein. C'est vraiment l'exception. Non, là, il y a un problème. Marlys qui dit, il faut qu'ils tombent tous. J'en ai entendu des récits du côté des flics, ils s'en vantent, mais pas dans les rapports. Mais qu'ils tombent. Mac SL qui dit, la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, mon cul sur la commode. Totalement. Les brebis galeux, je te jure. Nunez est incompétent pour le poste, mais qui a déjà été compétent sur ce poste, je te jure. Regardez la grande journaliste Noémie Alioua. Qui a été, je le rappelle, rédactrice en chef pendant 1 an de I24, donc organe de propagande francophone notamment pour le régime israélien. Oh, il a dit régime israélien. Et là, regardez comment elle parle de la situation du détroit d'Ormuz. C'est parti, on écoute. Et elle va se faire... Voilà, je cherchais le mot. Merci. Il n'y a pas de problème. Avant la guerre américaine, on payait pas. Hein. Moi, si j'étais européen, je dirais je te présente la facture alors à Trump. Ils étaient obligés de payer, mais c'est de ta faute. Donc tu vas payer ma facture. Donc vous voyez ce que je veux dire, si je suis cynique. Nous acceptons d'être pris en otage par les Iraniens à cause de là on est pris, la faute des Américains. Même quand ce sont les Iraniens, eux, qui décident de nous faire payer, encore une fois, des droits de péage, ce qui est quand même hallucinant pour des droits pour des eaux internationales qui appartiennent à tout le monde, c'est encore la faute des Américains. C'est incroyable. Oui. À quel moment on va considérer, que ce régime-là est aussi en train de prendre en otage l'économie mondiale et qu'il faudra aussi, d'une façon ou d'une autre, considérer que ce n'est pas possible d'accepter ça. Oui. Très brièvement, c'est Trump qui a créé cette situation. Alors il faut qu'il l'assume maintenant. Et donc je dis oui, ce sont les Iraniens qui le font. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis pas en train de dire bravo les gars, continuez. Mais cette situation-là, ils ont pu le faire parce que Trump les a mis, les a forcés à le faire. C'était leur seul moyen de répondre. Et maintenant ils se rendent compte que c'est un super moyen de réponse. En fait, on va se faire du fric en plus. Trump les a forcés à le faire. Donc, la République islamique n'était pas bien tranquille chez elle. Elle faisait pas du cocooning à la maison, disons. C'était. Ils nous taxaient pas là. Et ils tapaient pas sur les pays du sud. Aïe aïe aïe, les généraux là, quand ils commencent à pas aller dans le narratif imposé, on n'est pas content. Sektieba qui nous dit en commentaire sur Telegram, utiliser les moyens à sa disposition pour défendre ses intérêts et gagner de l'argent fait partie des stratégies des États. Par exemple, Donald Trump utilisait les droits de douane pour mettre la pression sur certains pays qui n'étaient pas alignés avec lui. À l'époque, on disait de lui que c'était un bon négociateur. En revanche, quand il s'agit de l'Iran, la perception change immédiatement et le pays est souvent présenté comme le méchant. C'est toute l'histoire des narratifs, des kayfabe, ce dont on parle dans CKR, et ce que je vais aborder comme sujet dans mon prochain spectacle solo. C'est exactement ça, merci Sektieba pour cette analyse aux petits oignons. Un mec, tu sais pas qui c'est, nous dit, et quand Israël est allé chercher les personnes de la flottille de la liberté dans les eaux internationales, personne disait rien. Et là maintenant, ça vient pleurnicher que non, les eaux, ça à tout le monde. Et je crois qu'il y en a plein qui ont dit la même chose que toi. Tu as dit les termes en direct de la station thermale. En direct. Kevin, bientôt tu seras invité par Skype pour une interview. Je mange. Je sais pas. J'ai pas assez de hype pour qu'il puisse m'inviter. Qui a vu hier Bardella chez Léa Salamé qui était nul comme dame, mais surtout qui disait que les photos ne sont pas volées. Bah alors Hanouna, on n'a pas les bonnes infos finalement. Ben oui, non mais frère. Et vraiment, on le sait. Même nous. Sans être dans la confidence, on savait. Donc, bientôt, Soraya, t'as peut-être des infos que j'ai pas. En tout cas, merci beaucoup. Vas-y, Kevin, et dis-lui Kouloutamam. Ah, mais c'est sûr, demain, je vais... D'ailleurs, il y a une flottille encore, il faut relayer. Ah oui, il y a une nouvelle flottille. Attends. Bah, c'est le moment ou jamais d'en parler, tiens. Hop.
On va regarder. Elle est où, notre chère Lady CC? 187 code meurtre. C'est là. C'est là. Hop. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ce compte-là? Tu confirmes? Association des Amis de la Palestine. Hop. Ok, d'accord. Donc il y a quoi comme ambiance là à partager? Rassemblement mardi 15 avril. Bon, ça c'est passé. Ah bah ça c'est ok, d'accord. Ça c'est ce que tu as fait hier. Nous avons le plaisir de vous annoncer partenariat exclusif avec la marque Palestine Chocolat. Chocolat artisanal fabriqué en Belgique. C'est l'initiative d'Azem. Un jeune Palestinien installé à Sydney. Ok, très bien. Hop. Là, c'est... Ah oui, ça, c'est la vidéo. On s'en souvient. Et là, il y a un don, accès à l'eau à Gaza. Un don de 15 € égale de l'eau pour une famille de 6 personnes en moyenne. Attends, je te retrouve l'assaut. Ah, c'était pas ça, du coup. C'était pas... Ok. Bon, très bien. Hop, merci beaucoup. En tout cas... C'est quoi une flottille, la team? C'est un navire qui part pour casser le blocus autour de Gaza et amener des vivres. Si tu ne peux pas faire chaque hebdo, fais chaque news. Ça fera 10 balles. Il était encore dessus aussi. Ah, il y a un Ascasib dessus. Aïe. Il y a toute une team. En attendant le lien, on enchaîne avec Pascal Pro. Incroyable. Qui découvre le journalisme en direct. Excellent. C'est quand même très très étrange, quoi. Il n'y a rien. T'as envie de dire, mais que fait la justice? Il parle des agressions sexuelles et sur mineurs dans le périscolaire à Paris. Justice? Vous êtes d'accord? Oui. Mais ça, il n'y a que vous, moi, que ça étonne. Flottille, ensemble de petits bateaux. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'avoue, moi j'ai donné une définition en rapport à Gaza, mais c'est avant tout ça. Non, nous aussi, on est très étonnés. Oui. Alors, monsieur Valigny me dit qu'il y a 15 enquêtes judiciaires du parquet sur le périscolaire parisien. C'est genre 5 minutes après. Hein. Oui, mais on aimerait bien que ça évolue vite. Hein. Bah écoutez, alors, mais c'est important de le dire. Moi, je les ai pas vues, ces enquêtes. Il fait vraiment pas de journalisme. Et d'ailleurs, si je peux vous donner une news HMD, les audiences de CNews sont en baisse. Surtout depuis les conflits internationaux, parce que quand l'actualité ne parle que de ça, eux, ils n'ont pas la colonne vertébrale pour pouvoir en parler. Ils n'ont que très peu d'experts qui sont pas experts, qui ne sont pas des pros. Et ils n'ont pas de gens à envoyer sur le terrain. On l'a vu, c'était une catastrophe avec Jordan Florentin. Donc voilà. Alors, 3000 volontaires et des dizaines de navires. La plus grande flottille humanitaire va quitter Barcelone pour tenter de briser le blocus de Gaza. Une nouvelle flottille baptisée Global Summit Flotilla a commencé à apparaître depuis le port de Barcelone le 12 et 13 avril 2026. Objectif, briser le blocus sur Gaza. Il y a une semaine, une vingtaine de bateaux français avaient quitté le port de Marseille pour rejoindre cette coalition humanitaire internationale. Trop bien. Voilà. Et elle regroupe plus de 3000 volontaires issus d'une centaine de pays selon les organisateurs. Oh, c'est beaucoup. Désolé, je baille. 1000 médecins, infirmiers feraient aussi partie du voyage. Oh, c'est bien. Ok, donc gros bail. Voilà, à soutenir. Il y a un Hello Asso pour faire les dons. D'accord, sur le lien. Ah oui, faire un don à l'agence. Ah bah non, ça c'est au site, pardon. Ça c'est au site. Ok, d'accord, merci beaucoup en tout cas pour l'info. L'info est passée. Pascal Pro a appelé à faire du journalisme. Marlys qui dit que fait la justice concernant Pascal Pro? Elle attend les résultats de l'enquête. Tu veux que ça aille plus vite? Donne l'argent à la justice. On est dans les délais tout à fait habituels. Leïla qui dit MDR, Pascal qui prend l'info après avoir donné son avis. C'est un concept, mais pas journalistique. On revient sur la pétition contre la loi Yadan. J'en ai parlé un petit peu là-bas, mais on va le remettre ici. Aurore Berger sur la pétition de la loi Yadan. Regardez ce qu'elle nous dit. La France, depuis le début, c'est-à-dire depuis le 7 octobre 2023, a tenu une ligne claire et sans aucune ambiguïté. La condamnation sans appel des attentats terroristes perpétrés par le Hamas, qui a coûté la vie à 51 de nos compatriotes, et une demande
clair vis-à-vis d'Israël par rapport au soutien à la population civile. La France a été le... Ah bah non, justement, c'est pas clair. C'est pas parce que tu dis que ça a été clair que ça l'est. Prouve-le nous. Premier pays à se mobiliser pour l'aide humanitaire. Non, c'est faux. À Gaza. Le premier pays à apporter son aide humanitaire à Gaza. C'est faux. Ce que vous faites dans votre question, c'est lier une situation géopolitique, une situation humanitaire que la France a systématiquement dénoncée avec clarté, avec une proposition de loi qui vise et sans ambiguïté à condamner les formes renouvelées d'antisémitisme dans notre pays. Et notre pays doit répondre avec clarté. Notre pays doit avec clarté condamner quand il y a des civils qui sont en souffrance et apporter un soutien clair et sans ambiguïté. Mais notre pays doit avec clarté combattre partout et tout le temps l'antisémitisme partout où il se trouve. J'invite toutes celles et ceux qui ont signé la pétition, parfois sans la lire, à lire le texte de la proposition de loi, à voir que dans le texte de la proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. Le mot Israël n'y figure jamais. Je vous invite à lire ce texte. Je vous invite à voter un texte qui est un texte de protection vis-à-vis de nos compatriotes juifs. Nos compatriotes juifs s'interrogent sur leur avenir dans notre pays, dans leur pays. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans notre combat. Il est claqué ton discours. Tu fais que souffler sur les braises et tu crois qu'on va t'écouter. T'es médiocre, cousine. Apparemment, elle sait pas compter, tiens. Proposition de loi, il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. Le mot Israël n'y figure jamais. Je vous invite à lire ce texte. Il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. 10. Le mot Israël n'y figure jamais. Il n'y a jamais, Madame la députée, le mot Israël. Le mot Israël n'y figure jamais. 16. Le mot Israël n'y figure jamais. Merci bien. 17. Apparemment, elle sait pas lire. Après, peut-être que à sa décharge, elle va te dire non, mais ça, c'était le préambule et le texte de loi, il arrive juste après sur les articles et tout. Et là, il n'y a pas écrit Israël. Peut-être qu'elle va dire ça. Mais en tout cas, elle ne sait pas compter. Elle ment sans vergogne. Bah oui, juste 17 fois, tu fais semblant de pas comprendre. Ils n'ont nié à la mort d'enfants, donc mentir à l'Assemblée, c'est petit à côté. Le J de la station thermale qui dit rien de surprenant venant de Aurore Berger, le mensonge de l'État, les yeux dans les yeux sans se cacher, l'anti-cascade mise en avant par Viktorovitch. Où sont les médias pour relayer pour relayer ça? Que font-ils? Où sont-ils? C'est navrant. Marlise qui dit, elle reproche aux personnes qui ont signé la pétition contre cette loi de ne pas l'avoir lue. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Nous, on lit, on se renseigne, on s'informe par nous-mêmes. On n'attend pas qu'on nous dicte ce qu'on a à faire, dire ou penser. Je sais que ça ne te plaît pas. Tu n'en as pas l'habitude, mais il va falloir t'y faire. Parce qu'en ce qui nous concerne, on ne changera pas de modus operandi. J'adore quand on met du latin comme ça. Jean-Noël Barrot, qui condamne Israël 8 ans après tout le monde. La France reconnaît en Israël un peuple ami, un pays à la sécurité duquel nous sommes attachés depuis longtemps, un peuple qui a été frappé dans sa chair par l'attentat terroriste du 7 octobre. Mais la France condamne avec fermeté le gouvernement israélien et la politique qu'il mène chaque fois qu'elle contrevient au droit international et qu'un... Ah, Simone qui nous dit, l'astuce c'est que le texte de loi a été amendé et toutes les mentions d'Israël ont été expurgées du texte de loi, mais pas dans l'exposé des motifs. Donc même si elle n'a pas totalement tort, elle ment quand même. D'accord. Ainsi, elle hypothèque la sécurité du peuple israélien. Et ça a été le cas... Jean-Noël Barrot vient de condamner le 11 septembre 2001, source AFP. Vous l'avez rappelé le 8 avril dernier, lorsque le Liban a été ensanglanté par des frappes massives qui, à Beyrouth et dans d'autres villes du pays, en moins de 10 minutes, ont fait plus de 300 morts, qui s'ajoutent aux 1500 morts depuis le début de la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, auxquels s'ajoutent des destructions d'infrastructures, des destructions de villages et le risque d'une occupation prolongée du pays. C'est le cas à Gaza, où l'aide humanitaire entre très insuffisamment et ne parvient pas à la population gazaoui et palestinienne qui en a tant besoin.
Et c'est le cas en Cisjordanie, où le gouvernement israélien maintient un blocus financier qui est inacceptable, alors que s'accélère... Le poteau, il fait plus de retard qu'Air Algérie. La colonisation illégale et qu'explosent les violences des colons extrémistes en toute impunité. Face à cela, à plusieurs reprises, nous avons pris des sanctions au niveau national comme au niveau européen. Un troisième paquet de sanctions contre les colons extrémistes et violents est sur la table. Il a été bloqué jusqu'à dimanche dernier par une voix, un vote, celui de la Hongrie. Bien sûr, la Commission européenne dispose d'autres outils, comme elle l'a fait l'été dernier. Je pense qu'il sait qu'il va se barrer, il tente un barreau d'honneur. Un barreau d'honneur. En proposant le réexamen de l'accord d'association, et nous l'avions soutenu à l'époque. Si la situation n'évolue pas, elle garde cette carte en main. En tout état de cause, c'est le gouvernement israélien qui doit changer sa politique, respecter le droit international et abandonner ces guerres sans fin. Merci pour tes enfants des aides Berserk. Ils sont passés dans le salon, ils ont dit c'est ton Kevin. Oh, je suis ton Kevin carrément, ça fait plaisir. Mais parce que vous êtes mes cracks. Qu'est-ce qui lui arrive à Barreau là? Bon, on n'a pas confiance en cette serpillière qu'il a montré le temps de prendre l'échec, il nous dit Fauzi. Jules qui dit des gens l'auraient vu fêter la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France face à la Croatie. Chamallow, il a gobé la pilule rouge. Catherine, respectez le droit international. Monsieur Barreau, il fallait commencer par là. Par le gouvernement français qui a laissé passer Netanyahou, espace aérien, alors qu'il y avait un mandat d'arrêt. Autre chose, le monde entier leur a donné le permis de tuer. Laïla, il le dit moins fermement. Des aides. Dr Zali qui dit il a sûrement enfin vu la vidéo de Yadan qui le prend pour son larbin. Ça aura vraiment servi à ça, je te jure. Enfin, Fetti au bout du 400e jour. Je sais pas ce qui s'est passé là, vraiment. Kevin, président de l'Arcom. Moi, je veux pas être président de la République, mais de l'Arcom avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je le fais sans problème. Échange tendu entre Raquel Garrido et Charles Consigny sur le plateau de BFM TV. On va regarder ça tout de suite. Madame Garrido, moi j'en ai marre de vivre dans le pays où on a l'inspection du travail qui passe dans des boulangeries pour vérifier. Pour vérifier, vous me laissez pas parler. Vous me laissez pas parler. Ne monopolisez pas la parole. C'est vous qui mobilisez la parole. Moi je ne veux pas vivre dans un pays où des idéologues racontent n'importe quoi, où l'inspection du travail contrôle des pauvres boulangeries qui essayent de vendre des pains au chocolat le 1er mai, où la police municipale vérifie que les terrasses dépassent pas de 3 mm et que les vélos sont pas en train de... Oui, je suis contre ces conneries. Non, mais moi, vous... Eh oh! Est-ce que vous êtes du côté de la délinquance? Vous voulez poursuivre la connerie. Très bien. Non, que vous êtes du côté de la délinquance. Moi, je suis pour un système. C'est pas moi qui suis d'un parti. Et après, vous allez dire qu'on est dans un complaisant avec la drogue. Enfin, moi, je viens pas de la France insoumise, Madame Garrido. Raquel Garrido n'y est plus. Vous avez été purgé de la France insoumise, mais par exemple, de Logu à Marseille, vous êtes où? Vous il se balade sur des scooters volés avec des racailles. Est-ce que Consigny, y a tout qui est dans le nom, hein. Vraiment, c'est une fois sur deux. Mais l'autre en face aussi, je l'aimais bien avant, mais là, je trouve que elle a perdu sa superbe. Son casque, c'est ça la délinquance. Ouais, enfin, un coming out de droite. Je ne voudrais pas à vos provocations qui me semblent relever de la gesticulation, vous changez le sujet. C'est pas moi qui viens d'un parti où les gens font des gardes à vue non, mais attendez. Barbès. Tu veux qu'on parle des partis qui font des gardes à vue? Tu vas voir que c'est plus les partis pour lesquels tu votes. Oh là là, il est insupportable. J'ai du mal avec... Là, je veux plus écouter. Il y a des fois, j'arrive plus. Encore heureux, c'est-à-dire que je suis humain. Parce que vraiment... Logique, il dit, je suis désolé, mais les deux sont insupportables. C'est inaudible. Ça gueule de partout et ça ne parle pas du fond. C'est relou. Le tout blanc, tout noir. Tous les employeurs ne sont pas des connards et tous les salariés ne sont pas non plus des anges. Il y a un juste milieu. On est dans un moment complètement fou où personne ne s'écoute et celui qui ne pense pas comme lui est con. J'adore la balle perdue pour BFM. Oh, je peux pas aller jusque-là. Les deux sont médiocres. Comme tous les gauchistes, c'est une maladie mentale, idéologique. Ah oui, merde, c'est vrai que là, on avait un troll. Je vais le bannir, tu vois. C'est insupportable. Allez, on continue notre petit... Et oh, Consigny, c'est drôle. Notre petit tour de route du grand déstockage qu'on est en train de faire. On est avec le Festival d'Avignon, qu'on adore. Le Festival d'Avignon n'est pas là pour sortir le drapeau palestinien. Olivier Galzi, ancien journaliste et nouveau maire d'Avignon, veut censurer le soutien à la Palestine lors du Festival 2026. En 2019, Galzi avait comparé le voile à un uniforme SS. Ah oui. J'ai été un peu choqué l'été dernier
par une utilisation qui a pu être faite partiellement de ce festival pour évoquer notamment, de manière à mon avis un peu trop poussée, la question palestinienne. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a parfois, à l'occasion du festival, effectivement, des voix qui s'expriment et des drapeaux qui sortent. Et je pense que la culture, c'est quelque chose qui doit rassembler, qui ne doit pas diviser. Qu'est-ce qui vous a frappé, choqué l'été dernier au Festival d'Avignon et donc il y a eu effectivement de nombreuses tribunes dans le cadre du festival qui étaient là effectivement pour évoquer le problème de la cause palestinienne. Donc le nouveau maire d'Avignon considère que le Festival d'Avignon est un festival trop politisé, c'est ça ? N'est pas là pour sortir le drapeau palestinien. Et vous savez, j'étais la semaine dernière à la présentation de la programmation du festival. Et un drapeau palestinien est sorti au moment de cette présentation, et il se trouve que le directeur du festival s'en est lui aussi choqué et a en l'occurrence sorti de ses équipes la personne qui avait fait ça, et je pense qu'il a eu raison. Je crois que ce n'est pas le rôle. Je crois savoir que la langue arabe était l'invité d'honneur du festival d'Avignon, c'était pas ça le problème quand même. Non, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est de créer de la division là où on doit créer du rassemblement. La culture. Dénoncer un génocide, ça divise, je te jure. C'est quelque chose d'universel qui est là pour rassembler les êtres humains. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'à ce moment-là, on va enlever aussi les petits. Enfin, comparer un uniforme SS à un. Franchement, alors, enlevons les croix, enlevons les kippas, enlevons tout. Voilà. Heureusement qu'il y a l'islam en France pour que les politiques sortent ce genre de phrases, pour faire le buzz et être visible. Odoul, sa carrière, à son attaque sur une accompagnatrice, doit sa carrière à une attaque sur une accompagnatrice scolaire. L'islam est le meilleur community manager des Raslar. De ouf. C'est scandaleux. Hein. Pour le coup, être artiste et avoir la chance de faire le Festival d'Avignon, je peux te dire que lui, on va pas le louper. C'est ouf. De nous interdire de défendre un peuple opprimé. C'est ouf. Bref. On a le droit de sortir le drapeau qu'on veut, en vrai. C'est censé être ça, notre pays. Enfin, Gallagher Fenwick. On en parle encore une fois. Et attention, le jingle avant. Excusez-moi, je suis un ouf, j'allais manquer à mes obligations. Le jingle. Voilà. Hop, on enchaîne avec Gallagher Fenwick. Le Dr House des plateaux, je te jure. Allez, c'est parti. J'en profite pour rendre un hommage très appuyé aux journalistes palestiniens et palestiniennes qui payent un très très lourd tribut pour leur travail journalistique à l'intérieur de la bande de Gaza. Plus de 220 de nos confrères et nos consoeurs qui ont été assassinés par Israël, qui continuent effectivement d'empêcher non pas la presse libre mais la presse étrangère de rentrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors évidemment, Israël conteste ce que vous dites et Israël mène des enquêtes. Évidemment, mais il y a absolument débat là-dessus sur qui sont les journalistes qui sont tués dans la bande de Gaza et qui, la plupart d'entre eux, je dirais même la totalité, sont considérés par l'armée d'Israël comme des terroristes. Alors je pense que la quasi-totalité des Gazaouis sont considérés comme étant soit des terroristes, soit des complices des terroristes. Et c'est bien ça, là je vous laisse la responsabilité de vos propos. Non, bien sûr, et je l'endosse entièrement. Et c'est bien ce à quoi nous sommes en train d'assister. C'est pour ça que je reprenais le terme de génocide et cette intention qui est matricielle dans ce qui est en train de se... Donc pour vous, le but c'est quoi, Gallagher Fenwick ? C'est quoi ? C'est quand ? On va y arriver quand ? D'accord. Quand on dit que le pouvoir israélien n'a pas d'objectif, l'objectif, il le hurle urbi et orbi sans cesse. Il ne s'en cache pas. Oui, c'est la réduction de population, l'élimination. Bezalel Smotrich disait il faudrait qu'il reste 100 à 200 ministre d'extrême droite israélien. Donc le choix qui est donné aux Palestiniens de Gaza et en Cisjordanie, qu'il ne faut pas oublier dans une certaine mesure. C'est pour ça que les propos de Donald Trump sont parfaitement faux. Il n'y a pas d'otages retenus en Cisjordanie. Pourtant, il y a 40 000 Palestiniens qui ont été dépossédés et déplacés de force. Le choix qui est donné aux Palestiniens de Gaza, il est très simple, c'est la valise ou la mort. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent Gaza ? C'est pour forcer cette population à aller vers le sud, afin qu'elle y soit enfermée dans un univers concentrationnel. Je rappelle que ce même ministre de la Défense, Israël Katz, parlait de camp humanitaire. L'expression, parce qu'elle a choqué, a été abandonnée. Et pourquoi est-ce que la diplomatie égyptienne est remontée ? Parce qu'elle ne veut pas devenir prestataire, facilitatrice du crime de guerre que serait l'épuration ethnique et donc l'expulsion de 2 millions de Palestiniens, ou en tous les cas ceux qui restent vivants, de cette partie, avec la complicité active des États-Unis et passive des Européens qui pourraient activer des... Nous allons continuer à suivre. Ouais, peut-être que l'extrait date, c'est vrai, en le regardant, je me dis ça. En tout cas, bravo
à mon Gallagher Fenwick qui soulève l'info. Merci. Et il fait un petit drift, hein. Vous avez cramé ou pas? Le petit drift, là. Théma la roue derrière. Ouh, ça fait un petit drift. Merde. Nous allons continuer. Faut le couper, je te jure. Merci à Gallagher, mon Gallagher qui soulève l'info, basé comme au baseball, ça fait du bien. Quand il parle, j'ai toujours envie de danser, ses arguments sont tellement doux à l'écoute, je suis prêt à payer avec mon CPF tellement il nous forme à contredire les pro-génocides. Et là, elle prend des précautions oratoires, plus de Gallagher, moins de meilleur. Plus de Gallagher, moins de meilleur de ouf, nous dit Marlise. On est grave d'accord. Fenwick and Furious sur son transpal. Ah ouais, de ouf. La batterie folle, j'aime tout. Le drift, Fenwick. La batterie qui part en yuck. En 2025, Israël est responsable de 66% des journalistes tués dans le monde. C'est le bon pote qui nous l'a dit sur Insta, ce compte que je vous invite à suivre, évidemment. La différence, elle est criante, surtout sur un graphique. Nombre de journalistes tués par pays en 2025. 86 pour Israël, 21 dans autres. Soudan 9, Mexique 6, Russie 4, Philippines 3. Autres égale plusieurs pays combinés qui ont entre 1 et 2 journalistes tués. C'est sidérant. C'est un truc de ouf. Attends, je le remets, vous voulez voir un peu? Ah oui, parce que vous pouvez pas voir, pardon. Là, c'est bon? Voilà. Ils vont le bannir, il va se prendre tout la... Bah justement, Gallagher Fenwick parle peut-être un peu trop et dit un peu trop la vérité. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Il a subi une vague de harcèlement, il a porté plainte, on avait lu sa plainte. Et regardez ce qui se passe quand on prend des positions en France. C'est qu'on se retrouve avec des comptes comme Sword of Solomon ou Bob Asbara qui ne sont pas du tout inquiétés et qui font de la fake news, de la désinformation, du doxing. Et... mais vraiment de façon très hard, soutenue par tout le monde. Arthur, même parfois des ministres qui les ont cités dans le plus grand des calmes. Et je trouve ça mais scandaleux. On écoute ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de Gallagher Fenwick. Déjà, ça commence bien. T'es mal le montage. Aujourd'hui, on va parler de Gallagher. Déjà, ça commence bien. Les amis, il va falloir essayer de se concentrer, hein. Parce que le gars est énervant. Fenwick. Si vous le connaissez pas, c'est le représentant officiel de tous les islamistes dans les médias français. Le mec t'invoque le droit international à longueur de journée par rapport à la situation de guerre à Gaza et maintenant en Iran. Il défend tous les islamistes. Cette essentialisation, déjà, tu vois le... Oui, peu importe le groupe terroriste, Hamas, Hezbollah, Mollah, vous pouvez compter sur Gallagher pour les défendre bec et ongle tous les soirs sur les plateaux français. Hier soir encore. Et c'est pas le cas d'Aurore Berger, c'est pas le cas de Caroline Yadan, c'est pas le cas de Meilleur Habib, c'est pas le cas de Raphaël Enthoven, c'est pas le cas de Céline Pina, c'est pas le cas de Naomi Oulia, c'est pas le cas de... La liste, elle est putain de longue, Chacal, pour les gens qui défendent la politique de Netanyahou. Et ça a pas l'air de te gêner. Non mais frère. Sur le plateau de LCI. Barbara Lefebvre, Truchot, Marshall, et j'en passe, c'est des meilleurs. Il disait que le Hamas et le Hezbollah, c'est pas les méchants, hein. Je rêve où j'ai entendu Hezbollah, et juste après il dit Hezbollah. Tu sens qu'en fait, même lui, il se parodie, mon frère. Que le Hamas et le Hezbollah, c'est pas les méchants, hein. Donc essayez de penser contre vous-même et de ne pas systématiquement vous convaincre que vous êtes les forces du bien face aux forces du mal. Et pour vous montrer à quel point... Bah, c'est basé, encore une fois, parce que les discours messianiques, ils viennent pas de Gallagher Fenwick, qui représente les islamistes, comme tu le dis. Ils viennent de Netanyahou, hein, pour ne citer que lui. Il aime tous ces terroristes. Dans la même émission, hier encore, il a beaucoup pleuré la mort d'un pauvre petit journaliste gazaoui. On subit encore les conséquences, un journaliste a été assassiné aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que le gars qui défend, c'était aussi un membre du Hamas. Et pour comprendre d'où vient tout cet amour de Gallagher... Il nous montre un montage photo, frère, t'as pas le temps de savoir c'est quoi la source, etc. Pour les terroristes, il suffit de regarder sa famille. Gallagher, il est en couple avec une certaine Dina Aboussoué, qui se revendique comme une Palestinienne de Jérusalem-Est. Ah, maintenant on commence à comprendre. Bah on comprend quoi en fait?
les gars font du soutien à une politique mortifère de façon éhontée depuis le début et ils n'ont rien à justifier, tu sais, ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas besoin de clarifier leur position, c'est ok. Et là, tu vas aller chercher, tu te bases sur je ne sais quoi en plus parce qu'il n'y a rien de public là-dessus, t'es en train de gratter quelque chose de privé et de révéler sa life. Et la fille de Dina, elle s'appelle Nanor. Et Nanor, vous voyez, c'est une militante pro-Hamas. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment sa fille, Chacal ? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment sa fille, à part le fait que tu nous dises que c'est sa fille ? Assumé, porte le même torchon autour du cou que portent les terroristes palestiniens. Torchon autour du cou. Voilà, donc si vous voulez être sûr que Bob Asbara c'était quelqu'un de neutre et que c'était pas quelqu'un qui prenait parole à travers un biais, mais oui. Palestiniens. Voilà, maintenant on a le lien, on comprend mieux. Vous pouvez les voir ici dans cette très belle photo de famille. Nanor, elle a... Ok, ça va chercher les photos maintenant. Aïe, 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 aïe. Et même si c'est vrai, et alors ? Non, c'est clair. Et alors ? Une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Appelle évidemment souvent à l'éradication d'Israël, mais encore plus choquant, elle soutient le terrorisme du Hamas en disant que la résistance, par tous les moyens nécessaires, est justifiée. C'est écrit dans les textes de loi, Chacal. Renseigne-toi un peu, va faire des vidéos contre l'ONU dans ce cas. Mais non, mais un truc de ouf. Il est insupportable, hein. Vas-y, j'arrête là. Attends, je regarde ce qu'il y a. Avec tous les... Ah non, il est en train de montrer qu'elle est suivie, la fille par de Dabouaf. Ah non, mais c'est insupportable. Ensuite, elle partage... Oh là 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 là. Insupportable. Oh. Bob Asbara, quoi. Insupportable. C'est incroyable. Tu vois, Kevin, sur Discord, j'en parlais à la fin de semaine. Ouais, bien sûr, je sais. Je savais qu'on allait la mettre. Je suis en apnée depuis tout à l'heure. Non, mais c'est dur, hein. Et on n'a pas vu la suite, hein. Je vous ai écouté, hein. Pourquoi tu nous infliges ça ? Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.